J'enfile mes gants pour commencer cette troisième journée, et j'espère qu'elle va être bonne. Je commence par ce qui m'a donné du fil à retordre la veille, donc le volant. Sur les anciennes générations de 4L, il est fixé avec 3 boulons d'un côté et 3 écrous en dessous. Sur les 4L plus récentes, il y a juste un écrou central à démonter et ça s'enlève plus facilement du coup. Pour celle-ci, j'utilise une clé plate d'un côté et une clé à pipe de l'autre. C'est un peu difficile d'accès, mais je réussis quand même à arriver à bout des 3 boulons et le volant tombe ensuite tout seul. Je pensais que rien ne retenait le tableau de bord à part le volant, mais j'étais trop naïf. Il faut d'abord enlever les commodos. Je me suis bien pris la tête avec pour essayer de les enlever, et en fait c'est tout con. Il suffit de tirer dessus. Ah oui, j'avais presque oublié de vous mettre le générique. Maintenant que le tableau de bord est libre, enfin presque, il est encore retenu qu'avec les fils des boutons des essuie-glaces, etc. Cette étape est très délicate, il faut se souvenir de l'emplacement de chacun des fils, prendre des photos ou alors prendre des notes sur les fils directement. Sinon, vous pouvez toujours aller sur YouTube, taper Rock'n'Roll restauration de la 4L et vous tomberez sur cette vidéo. C'est pratique. Et au fait, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et ça nous aide beaucoup. Merci. Une fois que j'ai eu finalement le courage de débrancher ces fameux fils, je peux retirer mon tableau de bord très facilement. Je vous rappelle que j'ai accéléré le démontage du tableau de bord pour pouvoir accéder plus facilement aux boulons qui sont noyés dans le mastic et qui retiennent les ailes avant de l'intérieur. Et normalement, c'est pas forcément dans cet ordre-là qu'on démonte une voiture pour la restaurer. J'en profite aussi pour enlever la banquette pour me faire un peu plus de place. Et donc pour la banquette avant, c'est exactement la même chose que pour la banquette arrière. Elle est retenue avec 4 boulons sur chaque extrémité qui sont vissés directement dans le châssis. Et une fois libre, on peut sortir cette banquette. Je vous entends déjà venir les puristes, la 4L avait 2 sièges à l'avant et non pas une banquette. Et vous avez raison, je sais pas pourquoi l'ancien proprio a remplacé les 2 sièges par la banquette, sans doute parce que ça coûtait moins cher, mais je vais la virer et je vais la remplacer, parce que non seulement elle n'est pas d'origine, mais en plus elle est dans un état pitoyable. Regardez par vous-même. Une fois que j'ai enlevé tous les encombrants de l'intérieur, je peux m'attaquer enfin aux choses sérieuses, donc ces fameux boulons bloqués dans le mastic. Je commence par gratter le mastic avec un tournevis. Ensuite, j'entame le mouvement avec une clé plate. Et après, j'essaye de l'enlever avec une clé à cliquer. Et je vous le dis tout de suite, c'est galère. Après une bonne demi-heure dans des positions très inconfortables, j'ai fini par arriver à bout de ces maudits boulons d'ailes. Et voilà, les ailes avant sont enfin libres. Non, presque, j'ai oublié de déconnecter le clignotant. Donc on retire le capuchon, j'enlève l'ampoule, je rentre le joint à l'intérieur. Et voilà, les ailes avant sont enfin libres. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, je me suis rappelé que j'avais un problème avec cette aile-ci. Il y a un boulon qui tourne dans le vide et je n'arrive pas à avoir l'autre extrémité par le dessous. J'ai décidé donc de lui faire comme la France a fait à Louis XVI, lui couper la tête. Et ça fonctionne, j'arrive à retirer la deuxième aile. Voilà, j'ai enfin fini de démonter les gros panneaux de carrosserie, mais pour l'envoyer à la peinture, c'est loin d'être suffisant. Il faut démonter jusqu'à la moindre vis, jusqu'au moindre boulon de tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc les garnitures, tout ce qui est sol, tout ce qui est au toit, etc. Donc on attaque le chantier de l'intérieur. Le revêtement de sol est composé de tapis ou de moquettes en plastique, et en dessous, on retrouve un feutre isolant pour le plancher. En dessous, surprise, je trouve des bouts de contreplaqué peints en noir que l'ancien proprio avait mis là, je ne sais pas pourquoi. Pourtant le plancher n'est pas troué. Les gens ont de ces idées parfois. Quoi qu'il en soit, je mets tout ça à la poubelle et je commence à démonter les ceintures de sécurité. Elles ne sont pas d'origine non plus, je ne vais pas les remplacer parce que je vais la passer en voiture de collection. Pour ceux qui ne le savent pas,
Si vous avez une voiture qui a plus de 30 ans, vous avez le droit de la passer en véhicule de collection. C'est très simple, il suffit d'envoyer une demande à la FFVE, donc la FFVE c'est la Fédération Française des Véhicules d'époque. Ils vous demandent quelques documents et quelques photos du véhicule, et en 3 à 4 semaines, ils vous rendent une réponse, généralement favorable, il n'y a pas de raison, et cette réponse vous permet de passer la voiture en carte grise de collection. C'est quoi les avantages d'avoir une voiture de collection? Le premier, c'est que vous pouvez passer un contrôle technique allégé correspondant à l'année de votre voiture. Donc, par exemple, sur cette 4L qui est de 69, les ceintures de sécurité n'étaient pas obligatoires à l'époque. Donc moi, je peux les enlever, la faire passer en voiture de collection et aller passer le contrôle technique. Et comme à l'époque, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, ça ne sera pas obligatoire. De plus, vous allez passer le contrôle technique tous les 5 ans et non pas tous les 2 ans comme le reste des voitures. Vous allez avoir une assurance qui vous coûte moins cher à l'année. Vous allez pouvoir rouler même pendant les pics de pollution. Je sais, c'est pas très bien, mais même dans les centres-villes où les critères 5 sont pas acceptés, etc. Et surtout, vous pouvez avoir des plaques d'immatriculation noires, et ça, c'est le style ultime sur une voiture ancienne. Alors pour ceux qui se disent que oui, une voiture de plus de 30 ans, ça court pas les rues, etc. Dites-vous que cette année, la Clio, la 106 et la Golf 3 ont eu 30 ans. On en voit encore pas mal rouler, donc est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Cette parenthèse fermée, on peut repartir sur le démontage. Côté coffre, on a aussi un tapis en plastique, mais il n'y a pas d'isolant en dessous. Il y a aussi 2 petits tapis arrondis pour épouser les formes des passages de roues. Ensuite, il faut enlever les charnières cale-porte, qui ne sont que des lanières en tissu finalement, retenues par 2 vis chacune. Et les loquets des verrous, dans lesquels viennent se glisser les portes pour se fermer. Ensuite, je m'attaque au ciel de toit. Il faut d'abord démonter les pare-soleils et dévisser les 3 vis qui retiennent l'avant du ciel de toit. Normalement, le ciel de toit est logé dans 2 goulottes de chaque côté du toit, et à l'aide d'un tournevis, il faut écarter la goulotte et tirer sur le tissu en même temps. Ça avait l'air très simple sur les tutos, mais en réalité, ça me prend vraiment la tête et j'y arrive pas trop. Comme ça m'a gonflé, j'ai décidé de passer à autre chose pour l'instant, et j'y reviendrai quand je serai plus calme. Donc j'ai démonté le pare-choc avant. Assez simple à démonter, il tient par des boulons sur les supports de pare-choc en métal. Après je me suis lancé dans le démontage du pare-brise. Alors il y a 2 techniques plus ou moins faciles pour démonter le pare-brise. La première, c'est d'essayer d'enlever le joint de l'intérieur et de pousser en même temps sur le pare-brise. Le risque, c'est de casser le pare-brise en poussant dessus. La deuxième technique est beaucoup plus simple, mais par contre elle n'est pas adaptée si vous voulez garder le joint de votre pare-brise. Dans mon cas, les joints sont vieux et craquelés, donc je vais les changer de toute façon. Et du coup, j'ai opté pour cette deuxième solution. Cette technique consiste à découper le joint tout autour du pare-brise à l'aide d'un cutter pour le libérer. Il faut le faire de l'extérieur et surtout faire très attention à ne pas rayer ni la carrosserie ni le pare-brise. Et on voit bien que mon joint est très craquelé et qu'il va falloir que je le remplace. Je fais ensuite la même chose sur les vitres de custode arrière. Et rappelez-vous, toujours de la souplesse. Faites attention avec le cutter, ça peut faire des dégâts très vite. J'ai terminé le plus gros du démontage des panneaux de carrosserie et de l'intérieur. Il reste que les joues d'ailes à démonter. Pour le faire, je vais devoir démonter des éléments qui touchent au moteur, comme le vase d'expansion de liquide de refroidissement par exemple. Et donc avant de commencer à démonter le moteur, j'ai encore besoin de faire un test de compression sur les cylindres. Le test de compression est fait pour mesurer le niveau de compression dans chaque cylindre du mélange air-essence, et on va voir si on est proche des niveaux d'origine ou pas. Dans quel cas, il va y avoir du boulot supplémentaire sur le moteur, et j'espère pas. Ce test de compression se fait à chaud, donc la semaine prochaine, on va devoir démarrer le moteur de la 4L pour la dernière fois avant longtemps. Pour faire ce test, on a besoin d'un compressiomètre. Celui-là nous a été offert contre de l'argent par notre sponsor de toujours, moi-même et mes petites économies. Il est constitué d'une notice que personne ne lit, d'un manomètre qui va nous afficher la pression, d'une sonde et de 4 douilles de taille différentes en fonction de votre taille de bougie. Pour moi, ça va être celle-là, mais si vous avez une bougie plus grosse, bah, ça va être une autre douille. Après, je viens fixer cette douille dans le trou de la bougie du cylindre que je veux mesurer et j'essaye de démarrer jusqu'à ce que l'aiguille remonte.
je note la valeur obtenue sur ce premier cylindre et je refais l'opération sur chacun des autres cylindres. Cette valeur qu'on obtient est exprimée en bar, pas celui-là, ni celui-là. L'unité de mesure, le bar, et voilà les résultats de notre compression. Premier cylindre, 8,5, deuxième cylindre, 8,5, troisième cylindre, 9, quatrième cylindre, 9. Selon ma revue technique, et la vraie cette fois, les valeurs constructeurs étaient de, roulement de tambour, 8,5. Si on est pessimiste, on va dire que la valeur a changé par rapport à l'origine. Mais comme je suis optimiste, je me dis plutôt qu'en 52 ans, il n'y a aucun cylindre qui a perdu de sa compression. Et 0,5 bar de compression en plus, c'est pas gênant. Si j'avais eu un taux beaucoup plus faible, genre 6 ou 7 bars de compression par cylindre, là ça aurait été problématique, ça aurait engendré beaucoup de frais. Ça voudrait dire que les cylindres et les chambres de combustion ne sont plus aussi étanches que d'origine, donc la compression est à un niveau plus faible. Et pour ça, il faut prévoir énormément de temps et d'argent que je n'ai pas forcément. Maintenant que le test de compression a été concluant, mon prochain objectif, c'est de démonter les joues d'aile. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une joue d'aile, c'est cette pièce de carrosserie. Elle vient entre le moteur et la roue. Elle sert principalement de garde-boue pour protéger les éléments du moteur des projections de la roue. Pour ça, je commence par démonter le silencieux d'échappement. C'est cette pièce-là qui, comme son nom l'indique, réduit le son de l'échappement. Dans les voitures plus récentes, on a plein d'autres éléments sur la ligne d'échappement, comme le catalyseur, le FAP, etc. Mais sur la 4L, il y a juste un silencieux. Pour l'enlever, je démonte les bagues qui le retiennent des deux côtés. D'un côté, c'est le début de la ligne d'échappement qui va jusqu'à l'arrière de la voiture. Et de l'autre côté, c'est relié directement au collecteur d'échappement, qui encore une fois, comme son nom l'indique, sert à collecter les échappements des 4 cylindres. Une fois qu'on a enlevé le silencieux, on enlève ensuite tout ce qui est fixé aux joues d'aile, à commencer par le réservoir de lave-glace. Il est logé dans un cadre en métal qui est serré par une vis, on la dévisse et on tire dessus. De l'autre côté, sur la deuxième joue d'aile, il y a ce qu'on appelle le vase d'expansion du liquide de refroidissement, qu'on doit aussi enlever. Et on enlève le support du radiateur côté passager, qui retient la joue d'aile, mais aussi qui sert pour accrocher le ressort qui tend le levier de vitesse. Je vous avais dit que c'était du n'importe quoi ce moteur. Ensuite j'enlève la tête d'allumage, ou comme on l'appelle plus communément la tête de Delco. Elle est fixée avec 2 clips de chaque côté. Et cette tête de Delco a comme fonction de distribuer l'étincelle. Elle va donner une étincelle à la fois à chacune des bougies, dans un ordre bien précis. Et c'est cet ordre-là qu'on doit retenir. L'ordre généralement c'est 1, 4, 3, 2. Et donc j'ai pris des notes directement sur chacun des fils d'allumage pour me rappeler de l'ordre de cette voiture. On enlève ensuite toutes les vis qui retiennent les joues, en commençant par celle sur laquelle se trouve la masse. Ensuite les vis, il y en a un peu partout, en haut, en bas, à gauche, à droite et surtout à l'intérieur. J'ai finalement réussi à démonter la joue d'aile côté passager, et celle côté conducteur est encore retenue par un ressort qui semble aller jusqu'au carburateur. Une fois les joues à terre, mon nouvel objectif, c'est le décaissage. Alors c'est quoi le décaissage? La plupart des voitures aujourd'hui ont un châssis qu'on appelle monocoque. Ça veut dire que la carrosserie et le plancher font partie du même morceau. Ils sont usinés comme ça, dans une même pièce, et ils laissent que les ouvertures. Vous remarquerez sur votre voiture que le toit, les ailes arrière et le plancher sont en une seule partie, contrairement aux ailes avant ou au capot par exemple. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on construisait les voitures différemment. On les faisait en 2 parties, donc il y avait un châssis où on mettait le moteur et les roues, et par-dessus, on venait mettre une coque. Huge coque! Donc pour restaurer cette partie et pouvoir faire le travail correctement, j'ai besoin d'enlever la coque de ce châssis. Il y a encore certains fabricants automobiles qui utilisent ce schéma-là. Beaucoup les voitures américaines et il y a Saab aussi qui faisait ça.
paix à son âme. Et ce châssis pouvait avoir plein de formes différentes. Il y avait les châssis en H, les châssis en X, les châssis en épine dorsale, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, le châssis en échelle. Parce qu'il est tout simplement en forme d'échelle et avec des tôles de plancher qui sont soudées dessus. Donc mon objectif pour pouvoir refaire la peinture, c'est d'enlever la coque du châssis, donc la partie blanche de la partie noire. Et pour ça, je dois démonter tout ce qui relie la coque au châssis. Et ça tient à des petits détails comme la colonne de direction, les pédaliers, le chauffage, les essuie-glaces, le frein à main, toute l'électricité de l'intérieur. Bref, un sacré chantier. C'est parti. Et finalement, je n'ai pas du tout commencé par ça. J'avais trop hâte de voir le moteur vide et épuré sans le radiateur et l'alternateur, et donc j'ai décidé de les démonter en priorité. Je commence par me faire de la place en enlevant la rallonge du collecteur d'échappement. Elle tient juste par une bague sur le collecteur directement. J'enlève aussi ce câble qui, je ne sais pas trop à quoi il sert. Je découvrirai ça au moment du remontage. De toute façon, s'il y a quelque chose qui marche pas, bah c'était ça. Ensuite, j'enlève le radiateur. D'abord, faut mettre une bassine en dessous de la voiture parce que tout le liquide de refroidissement va couler. Et ensuite, on commence par débrancher les tuyaux pour le vidanger. Pour le démonter, c'est simple, il est retenu par deux boulons par en dessous qui sont fixés dans la crémaillère et deux supports en métal, un sur la droite, un sur la gauche. Le premier, on l'avait enlevé pour enlever les joutelles. Il faut ensuite enlever le support en plastique qui protège le ventilateur de l'intérieur et qui fixe la tringle du levier de vitesse sur le radiateur. Une fois qu'on enlève tout ça, le radiateur peut enfin être retiré. J'attaque maintenant le démontage de l'alternateur, je déconnecte la masse et j'enlève les boulons qui retiennent l'alternateur en position tendue et après je peux le retirer. À ce stade, sur la carrosserie et dans le moteur, je n'arrive pas vraiment à faire la différence entre ce qui est rouillé et ce qui est sale, donc j'ai décidé de la passer au Karcher. Je fais attention à protéger tout ce qui peut craindre l'eau, par exemple l'allumage, ou boucher le trou d'échappement que je viens d'ouvrir, au cas où. C'est l'heure de la douche. Il n'est pas conseillé de laver sa voiture au Karcher en général, surtout une vieille voiture, mais dans mon cas je vais refaire toute la peinture, donc c'est pas trop dérangeant. Et au contraire, ça va beaucoup m'aider pour faire la différence entre ce qui est rouillé de ce qui est sale, comme je dis. Voilà, maintenant que j'y vois plus clair, je vais pouvoir continuer à démonter une partie du moteur et tout le câblage dont je vous parlais plus tôt. Alors pour dissocier la coque du châssis, je commence par démonter les éléments restants. Pour ça, je commence par démonter la colonne de direction. La colonne de direction, c'est cette tige en métal qui relie le volant à la crémaillère et qui fait tourner les roues. Cette colonne, elle est fixée à une pièce qu'on appelle le flector. Le flector, c'est cette pièce-là. Donc elle est raccordée directement à la crémaillère de direction, c'est une pièce en caoutchouc et elle permet d'absorber les vibrations du volant quand on le tourne. Et donc quand on le tourne dans un sens, elle va donner plus de jeu d'un côté que de l'autre et c'est ça qui va faire tourner les roues. Cette pièce-là se change, ça coûte une dizaine d'euros et elle est livrée directement avec des boulons. Donc on doit meuler directement les rivets à la sauce Louis XVI et remplacer le flector avec un flector neuf. Parce que celui-là, il est complètement mort. Et ça joue aussi sur la précision de la direction. Ensuite, je démonte le câble du starter. Le starter, c'est ce qui aide au démarrage, surtout par temps froid. Quand on tire sur le starter au niveau du tableau de bord, le câble vient tirer une languette qui ferme l'admission d'air au niveau du carburateur et ça aide le moteur à démarrer à froid.
Puisque le moteur à essence a besoin d'un mélange air-essence plus une étincelle de bougie pour faire exploser ce mélange, par temps froid, l'étincelle ne prend pas. Donc on a besoin de réduire l'air et d'augmenter l'essence pour que ça puisse exploser. Ce tour de magie là, il se fait au niveau du carburateur et c'est justement le starter qui va venir fermer une languette pour réduire l'admission d'air et comme ça il y aura plus d'essence dans le mélange. Et c'est ce qu'on appelle un mélange riche. Une fois le câble du starter enlevé, je peux enlever le starter de l'intérieur. Après ça, j'enlève le compteur et je stresse déjà à l'idée de devoir débrancher tous ces fils. Après avoir pris une centaine de photos, je prends mon courage à deux mains et je commence le désamorçage de la bombe. Je prends des notes sur absolument tous les fils en utilisant du blue tape classique. Et je débranche enfin ces fils. Voilà, mon compteur est débranché, il n'est pas en bon état, il y a des rayures un peu partout, il y a des traces marron sur la vitre. Je ne sais pas si je vais pouvoir le restaurer ou si je vais devoir en acheter un, mais je préférerais quand même le garder, histoire de donner un peu plus de valeur à la voiture. Mais on verra ça dans un autre épisode. Après, je démonte le compartiment chauffage. Il y a quelques vis à l'intérieur à enlever. Et le levier de commande de la chaleur qui tient lui aussi avec une seule vis. Après quelques essais, j'arrive toujours pas à enlever le chauffage, et j'ai l'impression que le moteur d'essuie-glace est positionné d'une certaine façon où il bloque justement le chauffage et j'arrive pas à enlever. Après coup, j'ai découvert que c'était pas ça, et que le chauffage sort beaucoup plus facilement sans démonter le moteur d'essuie-glace. Donc là, vous êtes sur le point de me voir faire n'importe quoi. Donc je poursuis mon idée de démonter le moteur d'essuie-glace. Pour ça, il faut démonter les points d'ancrage des essuie-glaces de l'extérieur. Ils sont retenus par un écrou et une rondelle. J'en profite aussi pour enlever le gicleur de lave-glace. Une fois le mécanisme d'essuie-glace libéré, je me rends compte enfin de ma bêtise. En fait, c'était pas le moteur d'essuie-glace qui bloquait le chauffage, mais plutôt les tuyaux qui relient le chauffage au système de refroidissement à l'intérieur du moteur. Il faut libérer le tuyau de purge et quelques autres tuyaux. Et il y avait aussi deux vis en dessous que j'avais pas vu, mais à culpa. Donc finalement, j'ai réussi à enlever le chauffage, et par la même occasion, le mécanisme d'essuie-glace, vu que je l'avais déjà démonté. Donc comme quoi, c'était pas totalement bête ce que j'avais fait, c'était juste pas dans le bon sens. Il reste encore quelques détails à enlever, du genre la manette pour ouvrir la trappe d'aération, et le tuyau de lave-glace. Ah oui, ça aussi. La manette pour ouvrir et fermer la trappe de chauffage au niveau des pieds. En vrai, je sais même pas à quoi ça sert. Je continue le démontage de tout ce qui traîne à l'intérieur. Je dois aussi démonter les fils liés à ce truc bleu, mais je sais pas ce que c'est que ce truc bleu. Donc je mémorise quand même l'ordre des fils et j'écris dessus truc bleu que je connais pas. Je me suis vite rendu compte que pour tirer les câbles du tableau de bord à l'extérieur de la coque, j'avais besoin de tirer le câble électrique qui va jusqu'au bout de la voiture. Il traverse à travers le toit, en dessous du ciel de toit, jusqu'au feu de stop côté conducteur. Ensuite, pareil, côté passager. Et il y a même un autre câble qui descend sous la voiture et j'imagine que ça doit être le capteur de niveau d'essence qui doit être relié au réservoir d'essence. Quoi qu'il en soit, il faut quand même faire face à ses responsabilités. J'avais déjà essayé de démonter le ciel de toit une première fois, mais il m'avait pris la tête et j'ai pas trop réussi. Là, il va falloir que je m'y remette. Je suis dans un meilleur état d'esprit, donc on verra ce que ça donne. Cette fois, je me suis armé d'un peu plus de patience que la première. Et je voulais le faire dans les règles de l'art. Donc je me suis refarci pas mal de tutos, notamment sur la Bible, la 4L de Sylvie, mais aussi sur plein d'autres vidéos YouTube. Et il s'avère que j'avais pas le bon angle pour enlever le ciel de toit. Il faut écarter donc avec un tournevis doucement la goulotte dans laquelle sont logés les côtés du ciel de toit.
C'est une surpiqûre des deux côtés qui est un peu plus épaisse et qui vient rentrer dans cette goulotte. Et on tire en même temps dessus. Par contre, on tire vers l'extérieur et on tire délicatement parce que le tissu peut se déchirer très rapidement. Deux heures et demie après, j'arrive à enlever le ciel de toit complètement. Maintenant, j'ai accès directement au fil électrique. Je peux les retirer. Il y a quelques supports en plastique qui les retiennent en position au niveau du haillon. Je les enlève aussi à l'aveuglette et je suis ce fil-là jusqu'au tableau de bord. Donc j'enlève le côté passager, j'enlève le côté conducteur et je le tire ainsi que tout le câblage du tableau de bord en dehors de la coque. Donc là-dedans, dans ce papier bulle, il y a la totalité de l'électricité de la 4L avec toutes les marques que j'ai pris dessus. J'ai quand même pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. J'espère que je ne me planterai pas au niveau du remontage, mais au moins il ne reste aucun câble électrique à l'intérieur de la voiture. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'enlever la tringle du levier de vitesse. Et il faut que je démonte l'ensemble des tuyaux qui relient encore le système de refroidissement au chauffage.